Bienvenue à toutes et à tous pour ce balado Curiosité de Sciences pour tous en partenariat avec la Maison de la Culture Maisonneuve. Nous recevons aujourd'hui Yvon Fortin. Bonjour Yvon. Bonjour. Vous étiez professeur de physique et vulgarisateur scientifique au Cégep Garneau dans la ville de Québec. Vous êtes le fondateur du Centre de démonstration en sciences physiques à Québec et également le concepteur d'un nombre incalculable de montages de vulgarisation scientifique pour des musées d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de son et de science, mais on va garder ça intriguant pour commencer. Donc, on a pu entendre, Yvon, toutes sortes de sons relativement particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce qui est fascinant, c'est qu'on entend les sons, mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut imaginer, juste en percevant ces sons-là, quelle serait la source qui les a produits? Effectivement, c'est assez intriguant. J'ai devant moi un objet que j'avais jamais vu. Est-ce que tu veux que j'essaye de le décrire? On pourrait d'abord le nommer. Ça Okay. s'appelle un spacephone. C'est un jouet. Donc, ça se destine aux enfants, effectivement, pour produire des sons. C'est un jouet qui est quand même assez fragile. Donc, si vous le donnez à des enfants jeunes, il ne survivra pas longtemps. Mais la caractéristique, c'est constitué de 2 cornets de plastique qui sont reliés par un ressort très fin qu'on peut étirer sur quand même de bonne longueur, plus de 5 mètres. Puis l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'il y a dans ce jouet-là toutes les particularités de la production, de la transmission et de la détection du son. À un bout, dans un cornet, si je fais porter ma voix à l'intérieur du cornet, il y a une petite membrane qui va vibrer, qui va transmettre sa vibration au ressort. La vibration va se propager le long du ressort pour aller exciter une autre membrane, semblable à la première, dans le 2e cornet, et ça va produire les sons que vous avez entendus. OK. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on pouvait, quand on voyait l'objet fonctionner, suivre l'onde sur le ressort. Tout à fait. En fait, si je fais une onde importante, si j'agite un des cornets verticalement, il va y avoir une ondulation qui va se propager le long du ressort, qu'on va voir se promener en aller-retour. Alors que quand je parle dans le cornet, il se produit des vibrations, mais cette fois-ci, elles vont être longitudinales. Au lieu d'être transversales, comme quand je l'excite en bougeant le cornet, cette fois-là, c'est le ressort, les spires du ressort qui vont se comprimer et se détendre, se comprimer et se détendre. Puis ça, c'est imperceptible. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas, ces vibrations-là, mais le ressort, lui, les transmet. Ce qui permet à l'autre partie du jouet, donc à l'autre membrane, de vibrer à son tour et de produire les sons qu'on a entendus. Mais si vous avez bien porté attention, il y a énormément de science dans ce jouet-là. En fait, les gens disent « Ah, il y a de la physique partout ». Non, il n'y a pas de la physique partout. En fait, il y a de la nature partout, mais on peut jeter un regard scientifique sur tout ce qui nous entoure. Donc, quand un enfant s'amuse avec ça, j'espère qu'on ne sort pas les équations de transmission des ondes. Moi aussi, j'espère. J'espère. Par contre, si on l'utilise dans le cadre d'un cours de physique, c'est étonnant de voir quelle quantité de concepts on peut extraire de cet objet-là. D'ailleurs, c'est un peu ma quête. Je fais partie d'un mouvement dont je suis le seul membre qui consiste à libérer les idées qui sont emprisonnées dans les objets. C'est un excellent mouvement. Je pense que je vais adhérer. Faut adhérer. Donc, dans cet objet-là, quand on le regarde, il ne paye pas de mine. C'est-à-dire, c'est tout simple, un ressort, 2 cornets. Mais si on essayait d'extraire toutes les idées qui permettent de rendre compte du comportement, de la couleur, de la forme, j'en aurais pour une vie. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des idées scientifiques qui ont permis de construire ce jouet? D'abord, le son, c'est quelque chose qu'on utilise dès notre naissance. Hein. D'ailleurs, c'est pas la première chose qu'on fait quand on sort du ventre de notre mère, c'est on crie. Donc, notre première manifestation au monde, c'est probablement par des pleurs de bébé. Puis si vous ne pleurez pas, il vous tape les fesses pour être sûr que vous en fassiez du son. Donc, tout le monde sait ce que c'est que le son, mais en réalité, quand on dit ça, tout le monde a une compréhension du son qui ne nécessite pas nécessairement de concept de nature scientifique. C'est-à-dire, quand j'entends ta voix, je te reconnais, je te vois, donc finalement, même si je ne te voyais pas, je reconnaîtrais ta présence juste par le son de ta voix.
ce qui fait qu'on doit être capable de dissocier des sources juste par les caractéristiques des différents sons. Oui, effectivement, c'est assez fou qu'on soit capable de reconnaître une personne par un simple « allô » au téléphone. Tout à fait. Donc, ça veut dire que ton « allô », il n'est pas le même que le mien. D'ailleurs, moi, j'ai une voix un peu écorchée, toi, tu as une voix plus claire. Donc, qu'est-ce qui caractérise le son? Bien, il y a tout un tas... Premièrement, il y a une question d'amplitude. Si tu chuchotes, je t'entends quasiment pas. Si tu parles très fort, je vais me boucher les oreilles. Une question de fréquence. Tu as une voix beaucoup plus aiguë que la mienne. Moi, j'ai une voix plus grave. Mais il y a aussi tout un tas d'autres éléments. Là, on peut parler de la couleur du son. C'est-à-dire qu'il y a un tas d'imperfections. On peut parler de la couleur du son? Bon, il y a différentes façons. On parle du ton, de la couleur. En fait, c'est comme le vin. Là, ça. OK. Mais la réalité, c'est qu'un son, c'est un assemblage de plusieurs fréquences. Donc, un des concepts scientifiques qu'on doit aborder quand on parle de son, c'est l'amplitude et la fréquence. Il y a aussi une question d'énergie, c'est-à-dire ça prend de l'énergie pour produire du son. Cette énergie-là peut exciter les tympans de mes oreilles pour me permettre de l'entendre. Donc, quand on fait le tour des concepts qu'on peut aborder en utilisant un jouet comme celui-là, bien, on se rend compte que c'est des concepts qui sont assez fondamentaux et aussi très récents. Dans l'histoire de l'humanité, le concept d'énergie, c'est dans les années 1800 qu'on en a une idée plus claire. Avant ça, l'énergie, c'était pas une idée. C'est-à-dire, on avait une idée d'énergie, mais on n'avait pas le concept scientifique associé à l'énergie. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on sait faire avec l'énergie. Puis, étonnamment, les scientifiques vous diraient, on ne sait pas encore ce que c'est que l'énergie. Ça, c'est fou. Ben, c'est un peu comme ça. Hein? C'est comme la lumière. Pendant des centaines de milliers d'années, on s'est servi de la lumière de toutes sortes de façons, mais ça fait à peine 100 ans qu'on sait comment la lumière d'une chandelle est produite. Donc, finalement, depuis les temps les plus reculés où l'humain a domestiqué le feu, on savait utiliser la flamme, en produire, s'en servir. Mais la comprendre, finalement, c'est très récent. Tout à fait. Donc, toute la combustion, qui est une donnée centrale, surtout maintenant quand on parle de réchauffement, bien, les gens entendent parler de réchauffement, c'est un peu... souvent, c'est un peu étonnant, mais les concepts qui permettent aux scientifiques de dire ce qu'ils avancent sur la question du climat, bien, ça repose sur des concepts de science qu'on retrouve aussi dans des idées classiques, des idées communes. Les gens, ah ouais, la chaleur, je sais ce que c'est, la température, je sais ce que c'est, la pression, je sais ce que c'est, mais là où ça se garde, c'est quand on leur dit, ouais, tu sais, c'est quoi la température, c'est quoi? Puis habituellement, il n'y a pas beaucoup de réponses. Là. C'est-à-dire, là, il y a une hésitation, il y a un temps mort, bien, c'est ce qu'on lit sur un thermomètre. Ouais, mais un thermomètre, c'est quoi au juste? Ça mesure la température. Ça mesure la température, mais ça a été une épopée fabriquer l'instrument qu'on appelle thermomètre. Parce qu'en fait, il fallait un objet qui permet de mesurer un phénomène qui dépend de la température. Mais pour connaître sa dépendance à la température, ça nous prenait un instrument capable de mesurer la température. Donc, tu tournes en rond. Donc, ce qui est le cas de la plupart des concepts qu'on utilise en science, c'est-à-dire les gens ont une idée de ce que c'est, par exemple, la pression. Puis dans le cas du son, le concept de pression est fondamental. Mais si je te dis, est-ce que tu sais c'est quoi la pression? Tu connais le mot. C'est une force. Et non, c'est pas une force. Qui appuie sur une surface. Non plus. Ah! Va falloir que je retourne à l'université. Exactement. Mais ça, c'est parfait. En réalité, ce que ça nous montre, puis c'est pour ça que mon mouvement de libérons les objets, les idées emprisonnées dans les objets, c'est on sait plein de choses, mais on n'est pas obligé de comprendre ce qu'on sait. Ce qu'il faut, c'est savoir dans quelle mesure ce qu'on sait fonctionne et savoir le faire fonctionner dans ces cas-là. Mais l'idée, par exemple, de pression, tout le monde en a une. Mais le concept de pression, lui, c'est un concept scientifique très précis qui veut dire certaines choses et que ces choses-là. Alors que si on parle vaguement, « Ah, je me sens sous pression, c'est ainsi, j'ai un travail à remettre », ou « J'ai mis de la pression dans le réservoir », j'ai mis de la pression dans le réservoir, ça veut dire quoi, ça? Fait que là, je me fais une idée, mais je ne suis pas nécessairement en train de parler du concept scientifique de pression. Ce qui fait que quand on s'intéresse à la science, bien, on peut s'y intéresser parce qu'on veut en faire carrière, on peut s'y intéresser parce qu'on est curieux et on aime comprendre ce qui nous entoure, mais habituellement, on se convainc soi-même que ce qu'on sait, on le comprend, et là, c'est une grave erreur. La plupart des choses que je sais très bien que je ne les comprends pas toutes et que ce n'est pas nécessaire que je les comprenne. Par contre, il faut constater une chose, c'est qu'il y a énormément d'avantages à comprendre ce qu'on connaît. Est-ce que vous auriez une anecdote particulière pour revenir au Spacephone qui vous serait arrivée quand vous l'avez utilisé ou... Oh oui, bien, il y en a une, est un peu... Vous savez, on fait des présentations à toutes sortes de publics. Hein? Donc, moi, j'ai fait des présentations à des jeunes du primaire, à des gens de la maternelle, à des sourds et muets. J'ai fait des présentations aussi à des personnes haut placées politiquement. Et je me rappelle d'un événement, je n'aimerais personne, où j'avais justement une conférence que je faisais sur le son, puis je disais aux gens, vous allez voir le son.
D'habitude, le son, on l'entend, mais il y a plein de manifestations visibles qui trahissent la propagation ou la présence du son. Et j'avais exactement un spacephone comme celui que vous avez devant vous, puis je l'avais mis dans les mains d'un ministre. Et j'avais produit un son, puis là, j'avais expliqué comment fonctionne le spacephone en disant, bien voici, vous avez ici une source qui émet un son, le ressort, c'est le milieu porteur qui permet que le son se propage, et à l'autre extrémité, vous avez une membrane qui va vous permettre d'entendre le son que j'ai émis. Et j'ai rajouté, pendant que le ministre avait le cornet à son oreille, encore faut-il qu'il y ait un cerveau derrière le cornet pour qu'on puisse décoder le message. Comment a-t-il réagi? Ça a été l'hilarité générale. Il l'a bien pris parce qu'en fait, je présume de rien sur son cerveau. C'est un fait. C'est-à-dire, toi, tu as entendu des sons. D'ailleurs, c'était la bonne question. Tout à l'heure, les sons que vous avez entendus vous faisaient penser à quoi? Ah, des sons de l'espace. Moi, je trouvais que le son qui pulsait, ça me faisait penser à un cœur de baleine. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ben vois-tu, toi, c'est un cœur de baleine. Il y en a qui me parlaient des fonds océaniques. Je me dis, bon, vous êtes déjà allé dans l'océan pour entendre ça. Non, ils ont entendu ça au cinéma. Donc, finalement, selon le cerveau qui entend le son, vous allez décoder une info qui n'est pas la même pour tout le monde. Donc, quand je dis encore faut-il qu'il y ait un cerveau derrière le cornet, il n'y a rien de péjoratif à ça. Et là, on rentre dans un autre éventail d'idées qui va toucher la biologie, finalement, en arrière de cet objet-là, qui nous permet d'entendre des sons. Absolument. D'ailleurs, on ne se présente jamais devant les faits avec un esprit vierge, vide. On a déjà plein d'idées que vous allez associer au phénomène pour essayer de l'interpréter, pour vous donner une illusion de compréhension. Puis une fois que ça semble satisfaisant, pour la majorité des gens, ça s'arrête là. Alors que pour les scientifiques, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, j'ai peut-être l'impression de comprendre, mais je vais essayer de vérifier si je comprends en faisant des expériences, en confrontant ma compréhension à des phénomènes que je vais exploiter pour vérifier que ça tient la route. Puis si ça ne tient pas la route, bien là, en science, on est content parce qu'en fait, on essaie de comprendre des choses qui ne sont pas déjà comprises. Effectivement. Ben, écoutez, Yvon, merci beaucoup pour ces découvertes et ces sons vraiment surprenants. Ça m'a fait plaisir. Alors, merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous pour notre prochaine balado.